Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube du journaliste web camerounais Michel Biemton que je suis. Bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, comme vous le savez, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT s'intéresse ce jour à la liberté de la presse parce que, comme vous le savez, ce 3 mai est consacré à la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. La liberté de presse est-elle une réalité au Cameroun? Le Cameroun est-il une terre par excellence où exercer le journalisme en toute liberté et en toute indépendance est une réalité? C'est de cela qu'il sera question au cours de cette édition de la chronique de NBT qui s'invite chez vous, chez nous, mesdames et messieurs. Alors, peut-on parler de liberté de presse au Cameroun? Alors, je le dis d'expérience parce que je fais partie des victimes des atteintes graves à la liberté de presse, à la liberté d'informer au Cameroun et qui aujourd'hui est contraint de vivre en exil plutôt que dans son pays. Alors, je le dis sans embâche, il n'existe pas de liberté de presse au Cameroun. Je dis et je répète, la liberté de presse au Cameroun là est quasi inexistante. Elle est même illusoire. N'écoutez pas tout ce que les hommes politiques, notamment ceux qui sont proches du parti au pouvoir, vous chantent tous les jours. Oui, au Cameroun, on est libre de critiquer le pouvoir en place quand on est journaliste. On est libre de s'exprimer sur des sujets assez importants qui engagent la République. La liberté de presse au Cameroun. Quand vous êtes journaliste au Cameroun et que vous voulez exercer en toute liberté, en toute sécurité et en toute indépendance, le mieux pour vous serait de le faire hors de ce pays. Parce que si vous êtes au Cameroun et que vous croyez en l'existence, en l'effectivité d'une liberté de presse dans ce pays-là, alors soit vous serez menacé de mort parfois, ou d'être jeté en prison, soit vous serez effectivement jeté en prison, soit vous serez tué. Tout journaliste qui veut rester à cheval sur ses convictions idéologiques, sur ses convictions politiques, alors trois possibilités s'offrent à lui pour continuer d'exister et de vivre. Soit il est en exil, soit il est en prison au Cameroun, soit il est tué. Voilà les trois possibilités qui s'offrent aux journalistes camerounais qui aimeraient exercer, c'est-à-dire que faire dans du journalisme d'intérêt humain, le journalisme engagé. Un journaliste qui se caractérise par son engagement sociopolitique n'a pas sa place au Cameroun. Bon, vous savez, le contrôle de la liberté de presse, le contrôle de la liberté d'informer au Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Elle est aussi vieille que le Cameroun lui-même. Vous savez, c'est depuis la tutelle de l'ONU dirigée par la France que la presse est bridée au Cameroun, que la presse est contrôlée par le pouvoir. Lorsque le Cameroun était encore dirigé depuis Paris à travers les hauts commissaires qui ont été nommés au Cameroun pour assurer la tutelle de l'ONU, les
autorités, l'administration coloniale française avait très souvent l'habitude d'interdire certains journaux qui osaient critiquer la répression qui s'abattait sur les militants de l'UPC, des journaux tels que la Presse du Cameroun, tels que le Bamileke, qui diffusait des informations depuis l'Ouest Cameroun, des journaux tels que le Nyon et Sanaga étaient contrôlés à 100% par l'administration coloniale française. Il s'agit des journaux qui avaient très souvent l'habitude d'encenser les autorités en place, d'abord françaises et puis camerounaises, qui sont arrivées après la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1960. Et ces journaux avaient également la particularité de critiquer, mais alors de manière acerbe, les leaders indépendantistes de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. L'objectif étant justement de plaire aux autorités coloniales françaises de l'époque. Alors, après donc la période coloniale, il y a eu 24 années du système ou du régime d'Amadou Ahidjo. Et vous savez qu'à l'époque d'Amadou Ahidjo, c'était le parti unique. Et à cette époque-là, il était interdit de critiquer le gouvernement, de remettre en question la politique gouvernementale, de critiquer les autorités qui étaient en place à l'époque. Alors, après donc la période d'Amadou Ahidjo, il y a eu l'arrivée de Paul Biya au Cameroun. Et quand intervient le vent de l'Est, c'est-à-dire qu'au début des années 90, cette période cette période qui a été marquée par la libéralisation de l'espace politique au Cameroun a également entraîné la libéralisation de l'espace médiatique. Des journaux tels que Le Messager, tels que La Nouvelle Expression, tels que Challenge Hebdo. C'est vrai, Le Messager existait déjà depuis 1979, mais au début des années 90, les trois journaux que je viens de citer, Le Messager, La Nouvelle Expression et puis Challenge Hebdo, se sont fait un credo qui consistait à accompagner ces partis politiques qui étaient en train d'impulser un changement démocratique au Cameroun. Des journaux tels que Le Messager, La Nouvelle Expression et puis Challenge Hebdo, qui à l'époque étaient qualifiés par le pouvoir en place comme la presse de la Sainte Trinité, les journaux de la Sainte Trinité. Ce sont donc ces journaux-là qui étaient à l'avant-garde de la lutte pour le changement démocratique au Cameroun, à l'avant-garde de la lutte pour l'avènement du pluralisme politique et même du pluralisme médiatique au Cameroun. Si on peut parler de liberté de presse au Cameroun aujourd'hui, c'est grâce au combat acharné, c'est grâce au combat mené de longue haleine par feu Pius Njahwe. Pius Njahwe qui était un militant des droits de l'homme et plus précisément un combattant de la liberté de la presse au Cameroun. Malheureusement, Pius Njahwe, et c'est la preuve justement que la liberté de presse est une illusion au Cameroun, Pius Njahwe a été assassiné, c'est le lieu de le dire, par les Cerbères, par les agents secrets du régime de Paul Biya aux États-Unis. C'était le 12 juillet 2010, alors qu'il participait à une rencontre organisée par Célestin Bedjigui, un homme politique camerounais. À l'époque, il était un économiste senior exerçant aux États-Unis. Il avait donc organisé un événement appelé Cameroon Diaspora for Change. Certains hommes politiques
tels que Mbouamasok, tels que Feu Adamou Damjoya, tels que Guérandi Mbara, Feu Guérandi Mbara, les journalistes de la presse privée, du moins certains, étaient jetés en prison parce qu'ils osaient critiquer le régime en place, parce qu'ils osaient critiquer Paul Biya, parce qu'ils osaient critiquer certains barons du régime de Monsieur Paul Biya. Et depuis que Pius Njao est décédé, trouver un organe de presse assez courageux, assez téméraire, qui ose brocarder les autorités de Yaoundé, qui ose critiquer de manière verte, de manière acerbe, le régime de Paul Biya, n'est pas chose aisée. Vous savez, si je suis un journaliste engagé aujourd'hui, c'est Le Messager. C'est le journal Le Messager qui a inoculé en moi ce virus du journalisme critique, du journaliste engagé. Je me rappelle quand j'étais encore au lycée, en terminale, un ami de la famille qui voyageait régulièrement sur Yaoundé parce que moi je vivais à Esseka à l'époque. Il voyageait pour Yaoundé et quand il revenait, c'était avec une pile de journaux comme ça. Il y avait la Nouvelle Expression, Le Messager et bien d'autres parutions. Alors, chaque fois que je sortais de l'école au lycée, j'allais souvent à son bureau chercher des journaux qu'il avait fini. Quand il avait fini de lire, bon, je les prenais, je les emportais à la maison et je prenais du plaisir à lire, par exemple, certaines chroniques, notamment la chronique de Célestin Lingo, père son âme. Et il avait souvent la chronique de Célestin Lingo qui se trouvait souvent à la page 2, à la page 2 du journal Le Messager, c'est-à-dire au-dessus là. Célestin Lingo avait pour pseudo Daniel Rim, c'est-à-dire que j'étais un passionné de la chronique de Daniel Rim. Et vous sentiez vraiment que le Messager n'était pas seulement un journal, parce que le tout n'est pas de juste rapporter les faits de manière brute. Bon, genre, par exemple, les prix des produits de première nécessité augmentent sur le marché. Le journaliste vient, il rapporte juste cela comme ça. Bon, je ne sais pas, un homme politique organise un événement à tel endroit, le journaliste s'en va et puis il couvre, etc. Bon, c'est le genre de journalisme là qu'on exerce de plus en plus au Cameroun. Il n'y a plus assez de journaux qui font dans de l'investigation, c'est-à-dire que qui s'érige en véritable contre-pouvoir vis-à-vis des autorités en place. Il n'y a vraiment plus euh, cet engagement-là que l'on avait très souvent l'habitude de vivre avec des journaux tels que Le Messager, La Nouvelle Expression, etc. C'est-à-dire qu'on ne ressent vraiment plus cette presse qui, à l'époque, s'imposait comme étant un véritable contre-pouvoir. Bon, moi j'appelle ce que les journaux camerounais rapportent de plus en plus là, expédier les affaires courantes. Hein, genre, je sais pas moi, Maurice Kamto a organisé un événement au siège de son parti, le MRC à Oza et tout ça. Bon, les journalistes y vont, ils couvrent l'événement. Et puis, bon, voilà. Bref, le journalisme d'opinion n'est plus trop pas la mode au Cameroun. Non, on se contente de rapporter les faits tels qu'on les a reçus et puis basta. Pourtant, le journalisme, c'est aussi l'analyse. C'est aussi l'opinion, c'est l'analyse, c'est la chronique, c'est la critique, c'est l'investigation. Moi, j'ai été au Burkina Faso, par exemple. J'ai été au Burkina Faso et au Burkina Faso, c'est le journalisme, les journalistes d'investigation courent les rues. Quand vous avez par exemple un journal comme le Courrier confidentiel, comme le Reporter, ce sont des journaux qui font dans l'investigation. C'est-à-dire que l'investigation pure et dure, c'est-à-dire que
Parfois, je reste comme ça, je dis que mais comment les autorités burkinabées parviennent à dormir avec des journaux comme le Reporter, comme le Courrier confidentiel. Vous voyez les cas de corruption, les scandales de corruption, les détournements de fonds, les crimes de tous ordres. C'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est difficile de tomber sur un journal au Cameroun où il est question de révélation sur un scandale de corruption, de détournement de deniers publics, bref, de crimes de sang. C'est très, 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 très compliqué. Parce que c'est interdit au Cameroun. C'est interdit de critiquer les barons, les cadors du régime en place. C'est interdit. Quand vous voyez par exemple les Njana Seme qui sont aujourd'hui en exil, Njana Seme à l'époque, il a travaillé, il avait un journal qui s'appelait L'Indépendant. Et c'était un journal qui était spécialisé dans l'investigation. C'est un journal qui critiquait Paul Biya et certains de ses proches collaborateurs qui étaient très puissants à l'époque, les Omba Damas et tout ça là. Njana Seme a eu des problèmes parce que à l'époque, le secrétaire général à la présidence, bon, du moins il était secrétaire général à la présidence à l'époque, nous sommes dans les années 92, comme ça, 93. Le père de Mathias Eric Ouna Guinée, Joseph Ouna, avait proposé à Njana Seme de créer un journal euh, qui allait défendre les intérêts des petits au pouvoir. Parce que, disait-il, un Bamileke au pouvoir, jamais. Alors, il fallait créer un groupe de presse ou alors il fallait créer des journaux qui allaient défendre les intérêts du lobby politique Petit Boulot qui contrôle l'essentiel du pouvoir, l'essentiel de l'appareil de l'État depuis le 6 novembre 1982. Quand vous m'entendez souvent parler de Essingan, en fait, Njana Seme avait été contacté par Joseph Fouona afin qu'il puisse se mettre au service du pouvoir Essingan. Alors, non seulement Njana Seme a refusé cette offre, mais quelques jours plus tard, il a publié à la une de son journal, L'Indépendant, les propos que Joseph Ouna avait tenus au cours de cette réunion qu'il a eue avec Njana Seme. Un Bamileke au pouvoir, jamais. Donc il avait mis ça, c'est-à-dire qu'il avait barré la une, c'est-à-dire que la parution qui suivait, la une était barrée par cette phrase-là, prononcée par Joseph Ouna. Un Bamileke au pouvoir, jamais. Et c'est comme ça que Njana Seme a été arrêté, il a été jeté en prison. Et libéré, il a été contraint à l'exil, d'abord au Nigeria, puis au Burkina Faso. Et aujourd'hui, il est aux États-Unis. C'est dire si exercer librement et de manière indépendante le métier de journaliste au Cameroun n'est pas donné. Parce que, voilà, c'est la dictature, ça il faut le dire, c'est la dictature. C'est-à-dire on ne permet pas aux journalistes camerounais de s'exprimer comme il se doit. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez déjà vu au Cameroun là, c'est-à-dire qu'à la une d'un journal, c'est-à-dire que une affaire concernant, par exemple, Louis-Paul Motazé, ou alors, je ne sais pas, Chantal Biya, Paul Biya, Laurent Esso. Je rêve d'un jour où je verrai, par exemple, un journal au Cameroun barrer sa une avec ce titre. Scandale de détournement. Laurent Esso détourne. Ou alors, scandale. Laurent Esso détourne 23 milliards de francs CFA. Je prends un exemple comme ça. Vous pensez que c'est possible au Cameroun?
Bibi, vous avez entendu parler de l'affaire Bibi Ngota au Cameroun. Nous étions, je crois qu'à l'époque, je devais être en formation à l'Institut scientifique supérieur. C'était en 2010 comme ça. C'était des journalistes, ils étaient même, je crois, trois ou quatre. Il y avait Serge Sabouan, il y avait Haris Robert Mintia, il y un Nkonvondo et puis Bibi Ngota. Alors, ces quatre journalistes avaient par devers eux un ordre de paiement qui tournait autour de milliards de francs CFA. Et c'est Laurent Esso qui avait donné cet ordre en tant que PCA de la Société nationale des hydrocarbures. En fait, il s'agissait d'une rétrocommission qu'il fallait payer à certains directeurs généraux de sociétés, notamment les DG du port autonome de Douala, du chantier naval et industriel, je crois comment ça s'appelle, de la maïture et d'une autre société là, dont une des sociétés publiques et parapubliques. Bon, il y avait une autre société là dont j'oublie le nom. Alors Laurent Esso avait ordonné à la SNH de débloquer, c'était des centaines de millions pour le compte ces directeurs généraux de société parce qu'ils avaient contribué financièrement, bien sûr, à l'achat d'un bateau pour le bataillon d'intervention rapide. Alors, ces quatre journalistes avaient donc le document. Étant donc en possession du document, ils ont voulu recouper l'information chez le concerné lui-même, à savoir chez Laurent Esso. Ils ont donc rédigé un protocole d'interview, puis ils sont allés au domicile de Laurent Esso pour lui remettre le protocole d'interview. C'est alors que Laurent Esso a donné des instructions, c'est-à-dire il a appelé des agents de la DGRE pour venir les arrêter, les interpeller. Ils ont été arrêtés, conduits à la DGRE, torturés, et à l'époque c'était au Belabout. Il est originaire du Mbam là, comment on les appelle, un Banen. C'est au Belabout qui était à la tête de la DGRE. Et cette affaire Bibi Ngota lui a même valu le poste de directeur de la DGRE. Ils ont été torturés là-bas, torturés. Puis après, Laurent Esso a demandé qu'on les jette à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Et c'est à la prison centrale de Kondengi que Bibi Ngota, après avoir été très très malade, il va rendre l'âme. Bibi Ngota était le directeur de publication du journal Cameroun Express. Bon, les Serge Sabouan, les Haris Mintia Robert et autres, bon, ils vont être jugés, condamnés, et par la suite, ils vont recouvrer la liberté. Bon, comme Vondol, lui, bon, on ne sait pas comment il a fait pour sortir du pays, et aujourd'hui, il est, je crois, en Italie. Voilà. Voilà donc ce que c'est que exercer comme journaliste au Cameroun. Exercer le métier de journaliste au Cameroun. Comme je vous le disais tantôt, il est interdit au Cameroun de s'attaquer à certains barons du régime de Biya. Quand vous le faites, attendez-vous à des représailles. Le journaliste camerounais est contraint à l'autocensure. Il faut que je vous le dise. Le journaliste camerounais est contraint à l'autocensure. Si vous essayez, si vous osez critiquer certains barons du régime là, si vous osez vous attaquer à la famille des Biya, que ce soit Paul Biya lui-même, que ce soit sa femme, que ce soit... Je me rappelle, Jean Bosco Talla dirigeait le journal Germinal au Cameroun. Jean Bosco Talla avait été arrêté et jeté en prison. Nous sommes en 2009. Vous savez pourquoi? Parce que il avait publié dans Germinal le livre 100% qui avait été rédigé par Ebale Angounou.
Et dans le livre 100%, Ebale Angou nous décrivait les pratiques mystiques et homosexuelles de Paul Biya. Jean Bosco Talla a été arrêté pour avoir publié ce livre-là dans son journal. Jean Bosco Talla a été jeté en prison. Il a même été condamné à, je crois, 1 an de prison, si mes souvenirs sont exacts. Et Germinal, c'était un journal qui se caractérisait par un verbe assez acerbe, critique, vis-à-vis du pouvoir en place, vis-à-vis du régime de Paul Biya. Au Cameroun également, il est interdit de fuiner dans les affaires de l'armée. C'est-à-dire quand vous êtes journaliste là, évitez, sinon c'est les problèmes. Sinon vous aurez de sérieux problèmes. Je me rappelle, il y a un confrère, bon je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, il s'appelle Duc Atanaï Totoro. En 2007, il fait paraître un journal. C'est-à-dire qu'il lance, c'était le tout premier numéro de son journal qui s'appelait Afrique centrale. Et la une de cette première édition du journal Afrique centrale portait sur les affaires de l'armée. C'est en octobre 2007 que Duc Atanaï Totoro, qui était le directeur de publication du journal Afrique centrale, a été arrêté et c'est la sécurité militaire qu'il avait enlevé parce qu'il avait publié dans son journal, la toute première édition d'ailleurs de son journal Afrique centrale, la corruption au sein de l'armée, les généraux de l'armée qui de plus en plus s'enrichissaient de manière illicite, etc. Il a même parlé de purge au sein de l'armée camerounaise. Il a été enlevé par la CEMIL, gardé, ou si vous voulez, séquestré. Et il a fallu la pression des organismes de défense de la liberté de la presse tels que IFEX, tels que le Committee to Protect Journalists, tels que Reporters sans frontières et même le syndicat national des journalistes du Cameroun qui s'est mobilisé. Et c'est ainsi qu'il a été libéré. Donc c'est pour vous dire que au Cameroun là, il y a la famille des Biya. N'y touchez surtout pas. C'est-à-dire que Paul Biya, Chantal Biya, Franck et Patrick Hertz, qui sont les fils jumeaux de Chantal Biya. Bref, il faut éviter. Il faut éviter. Si vous osez seulement parler de ces gens-là, vous allez vous retrouver dans de sérieux problèmes. Vous allez vous retrouver dans de sérieux problèmes. Et pour revenir à l'armée, Aman Mana, le directeur de publication du journal Le Jour, il a eu à faire la cellule. Il avait été arrêté en 2001 parce qu'il avait publié les textes qui réorganisaient l'armée avant que ces textes-là n'aient été officiels. Lui, il les avait déjà et il les a rendus publics. Il a été arrêté, il a été jeté en prison. Bon, il y a eu une mobilisation internationale et par la suite, il a été libéré. C'est difficile d'exercer comme journaliste au Cameroun. Vous voyez le cas de J. Rémingono. J. Rémingono, à l'époque, il était directeur de Radio Siantou et il animait des émissions de très grande écoute dans la ville de Yaoundé, telles que Condré Chaud, telles que Coup Franc, etc. Et à travers ces émissions, il avait l'habitude de brocarder, de tourner en dérision certains barons du régime de Paul Biya. Bon, il a été arrêté, jeté en cellule plusieurs fois. Il a même eu à faire la prison centrale de Kondengui avant de prendre le chemin de l'exil. Voici la preuve qu'exercer au Cameroun, c'est quelque chose de dangereux. Alors, on a également comme le sentiment que la presse au Cameroun est mise en danger lorsque le Cameroun fait face à des enjeux politiques majeurs. Par exemple, quand il a fallu modifier la Constitution en 2008,
c'est-à-dire que modifier l'article 6.2 qui limitait les mandats présidentiels. Il a fallu, le pouvoir de Yaoundé a tout fait pour museler les médias. C'est ainsi que des radios, des chaînes de radio, telles que Radio Equinox, telles que Magic FM, je crois Equinox Télévision également, parce que Equinox Télévision, et ça je vous en ai parlé récemment dans une chronique ici sur cette chaîne, Equinox Télévision venait à peine d'être créé. Alors, le pouvoir de Yaoundé avait tout fait pour museler les médias, museler la presse, museler les journalistes. Vous voyez par exemple avec ce qui se passe en zone anglophone, c'est-à-dire que la crise, le conflit anglophone, le pouvoir fait des mains et des pieds pour museler les médias, pour museler la presse. Moi, j'en ai souffert énormément. J'ai été mis sur la liste noire des services secrets du Cameroun parce que je m'intéressais. Nous sommes en 2018 parce que quand j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était le 4 mai 2018, c'est-à-dire qu'au lendemain de la célébration justement de la journée mondiale de la liberté de la presse à l'époque. Et la toute première vidéo que je poste portait sur le conflit anglophone. Je m'exprime, c'est-à-dire que je donne mon analyse, mon point de vue sur la question. La vidéo fait un sacré buzz, notamment dans les milieux ambazoniens et tout. Mais ce que j'ignorais, c'est que les services secrets, les services de renseignement du Cameroun étaient déjà à mes trousses. Et de plus en plus, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit à travers mon journal en ligne, mon blog d'information, urinews.com à l'époque, je critiquais les massacres, les crimes de l'armée camerounaise au Southern Cameroons. Et cela ne plaisait pas du tout au gouvernement, au pouvoir en place, qui a tout fait pour me museler parce que à l'époque, il était interdit aux médias d'orienter l'information dans le sens de critiquer l'action du gouvernement, c'est-à-dire que de critiquer les exactions de l'armée camerounaise dans le Southern Cameroon, c'était interdit. Et je me rappelle, quand la crise anglophone éclate, Issa Chiroma, qui est ministre de la Communication à l'époque, il se rend à Canal 2. Il a été interviewé par la consoeur Carole Yemelon. Carole Yemelon, bon, je sais pas, je ne me rappelle plus de la question qu'il lui a posée. Chiroma a répondu que tout média qui va tendre son micro aux partisans du fédéralisme ou de ce que vous appelez la sécession du Cameroun et que moi j'appelle l'indépendance du Southern Cameroun, il sera fermé. Donc il était question à l'époque de ne parler que de ce que le gouvernement fait de bien pour ramener la paix, le calme en zone anglophone. Quand vous mettez en exergue les exactions de l'armée et tout, vous deveniez une cible. Voilà donc comment j'entre donc en ligne de mire des services secrets du Cameroun. Et c'est ainsi donc qu'en 2018, le 18 octobre 2018, je reçois un appel du colonel Bancu Emile, le voyou, la crapule, le bandit, le braqueur, le voleur, la division de la sécurité militaire. Il me dit que non, je voudrais qu'on se voit, machin, ceci, cela. Tu sais que quand les gens arrivent dans mon bureau, ils ont peur, blablabla, blablabla. Bon. Bon, je vous raconte là ce que moi-même j'ai vécu en tant que journaliste au Cameroun. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, on va pour le moment, je suis un peu busy et puis dès que je me libère, là, vers 17h, 18h, on pourra se voir. Et il ne me dit pas exactement où est-ce qu'on va se voir. Hein. Dès qu'il raccroche, je lance l'alerte sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et mes followers me déconseillent de me rendre à ce rendez-vous. Parce que disent-ils, il est très dangereux, il est même capable de te zigouiller, de te tuer et tout ça.
Or, ce que moi j'ignorais donc, c'est que en alertant les réseaux sociaux, j'ai contrecarré le plan que lui il avait dans la tête. Parce qu'il n'était pas question que le monde entier, parce qu'il n'était pas question pour Banqui Emile que le monde entier sache que j'ai rendez-vous avec lui. Il n'était pas question. Bon, je ne sais pas si son plan était justement de m'éliminer ce jour-là. J'ai comme ce sentiment que c'était son plan. Parce que tu invites quelqu'un quelque part, tu ne lui dis pas où est-ce que vous devez vous rencontrer. Et maintenant, quand la personne alerte les réseaux sociaux, tu t'énerves, tu dis que non, tu n'aurais pas dû faire ça et tout, et tout, et tout, et tout, tout. Donc ça veut dire que si j'étais allé à ce rendez-vous-là, peut-être que je ne serais plus en vie aujourd'hui. Je ne serais plus là en train de vous parler. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, 2 jours plus tard, je crois le 20 octobre 2018, il m'appelle à nouveau, il me dit que non, ouais, machin, tu prends mon nom, tu verses ça sur les réseaux sociaux, et patati et patata, ah, si je t'appelle depuis, c'est parce que la première fois qu'il ne m'appelle, il ne me dit même pas pourquoi il m'appelle. Maintenant, quand il me rappelle, il me dit que non, c'est parce que j'ai par devant moi un message que tu as envoyé aux sécessionnistes et que tu leur dis machin, ceci, cela, machin, truc. C'est là où je dis, bon, je suis resté tranquille. C'est quand je me rends donc, j'allais à un séminaire là qui était organisé par Jean-Marc Bikoko à Mvogada, au siège de Dynamique Citoyenne. C'est un, c'est quelqu'un là-bas, donc je vais taire le nom, qui m'a conseillé de partir parce que moi je ne voulais pas m'y rendre. C'est lui qui m'a conseillé en me disant que bon, de toutes les façons, s'il demande à te rencontrer, bon, ça ne sert à rien de jouer au dur. Il faut aller à ce rendez-vous. Peut-être que c'est quelqu'un là-bas au cours de ce séminaire qui connaissait très bien le colonel Banqui qui m'a dit, bon, écoute, bah, s'il t'appelle, il faut y aller. Moi, je le connais, c'est quelqu'un de sympa et tout et tout. Bon, s'il demande à te voir, s'il demande à te rencontrer, bon, pourquoi résister? Vas-y, il ne va rien te faire et tout. Bon, c'est là où je me résous donc à aller rencontrer le colonel Banqui. Bon, j'arrive donc à son bureau le 23 octobre 2018. Il me joue la bande sonore en question qu'il a eue dans un forum WhatsApp parce que quand il me jette en cellule, quand il me jette au CED, dans une cellule au CED, il reste raconter aux gens que oui, voilà, il a intercepté. Il n'a rien intercepté du tout. Il avait eu cette bande sonore-là que j'ai adressée au peuple du Southern Cameroun dans un forum WhatsApp des Ambazoniens. C'est là-bas où il a eu ça. Or, ce que Banqui ne savait pas, c'est que le fait pour moi, pardon, ce que Banqui ignorait, c'est que le fait pour lui de m'envoyer en cellule, en prison, c'est-à-dire que ça allait avoir un effet boomerang sur lui. Il ne le savait pas. Parce que l'objectif quand il m'envoie en prison, c'était que l'affaire ne fasse pas trop de bruit. Que cette affaire soit considérée comme une affaire de droit commun n'ayant rien à voir avec une atteinte quelconque à la liberté d'informer, à la liberté de la presse. Et que je ne sois aucunement considéré comme un journaliste. Et c'est comme il a raconté des tas de choses aux gens. Oh, on l'a surpris en train de causer avec les sécessionnistes, machin. Comme si lui-même, il ne fournit pas les armes et les munitions à ces mêmes sécessionnistes. Et là, il était en conversation, blablabla. Bla, bla, bla. Il ne savait pas que ça allait se retourner contre lui. D'abord, il a souhaité que son objectif, c'était de me couper de tout potentiel soutien. Or, vous avez vu,
que d'abord, les médias, tant nationaux qu'internationaux, ont parlé de mon affaire. Les organismes de défense de la liberté de la presse ont pris le dossier en main et Bankui était déjà embarrassé par ça. C'est-à-dire qu'on citait son nom tous les jours dans la presse, sur les réseaux sociaux même, et même les dépêches des organismes tels que le Committee to Protect Journalists, tel que le Committee to Protect Journalists citait son nom. Oh, Biemton a été arrêté par le commandant de la CEMIL, colonel Bankui. On citait son nom et il était gêné par ça. Alors, comment j'ai su que Bankui ne voulait pas que son nom apparaisse dans l'affaire Michel Biemton? Lorsque je suis interrogé au CEDS, c'était le lendemain même de mon arrivée là-bas en cellule, l'adjudant qui était en charge de mon audition, quand il finit de m'auditionner, c'était dans la soirée, là, vers 17h, 18h, il me dit que l'audition va se poursuivre le lendemain sur la bande sonore, là. C'est-à-dire le message que j'avais adressé aux People of Southern Cameroon. Or, j'ai été surpris de constater que l'audition n'a plus jamais eu lieu. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au CED, j'ai été interrogé, j'ai été auditionné sur tout, sauf sur la bande sonore, là. C'est-à-dire qu'on n'en a plus. Quand je suis parti de la CEMIL, là, ce soir-là, le 23 octobre 2018, vers 20h30, comme ça, 21h, on n'avait plus jamais parlé de cette histoire de bande-là. Plus jamais. Que ce soit au CED, que ce soit chez les juges, là, les juges d'instruction, là, au tribunal militaire, on n'en avait plus jamais parlé. Jamais. Jamais plus. Alors, je soupçonne donc Bankui d'avoir donné des instructions qu'on n'évoque pas cet aspect relatif à la bande parce que lui-même, il allait en sortir compromis parce que j'allais déclarer au cours de l'audition que lui-même, il m'a dit que c'est dans un forum WhatsApp des ambazoniens qu'il a eu la bande là. Voilà pourquoi, et ça je suis sûr et certain qu'il l'a fait, qu'il a donné des instructions, qu'on ne parle pas de la bande ou de l'enquête à la CEMIL et tout et tout et tout, de la soi-disant enquête à la CEMIL et tout et tout et tout. Il a donné des instructions, que son nom ne ressorte pas dans le dossier là. Bon, écoutez très bien, hein, et ça je l'ai appris par la suite. Bon, le 15 novembre donc, 2018, je suis placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Et arrivé à la prison centrale de Yaoundé, et je tiens à dire que les deux personnes qui m'ont envoyé en prison au Cameroun, il s'agit du colonel Bankui et de Mbapou Parfait. Hervé Parfait Mbapou. Voilà les deux personnes, les deux individus qui m'ont envoyé en prison au Cameroun. Il faut qu'ils le retiennent. J'arrive donc à la prison centrale de Konengi. Le 5 décembre, je comparais pour la première fois devant le tribunal militaire de Yaoundé. Voilà. Donc, je plaide non coupable et tout. Et puis, il y a un fait inattendu qui se produit. Le représentant comment on appelle ça, le représentant du commissaire du gouvernement, c'est-à-dire que du parquet, du tribunal militaire, demande qu'on renvoie l'affaire parce qu'il n'est pas prêt. Je dis, mais ça c'est la sorcellerie ou c'est quoi? C'est vous qui avez fixé la date de l'audience. C'est vous qui me trimballez depuis le 23 octobre 2018. Cela suppose que vous avez des faits à votre disposition. Vous avez des charges assez suffisantes à votre disposition.
Mais comment se fait-il que le jour de l'ouverture du procès, vous estimez que vous n'êtes pas prêt, vous demandez le renvoi et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, l'affaire a été renvoyée au 2 janvier 2019. Bon, quand j'arrive en prison, l'objectif de Bankui Emile, c'est qu'on me condamne sans que je n'ai la possibilité de m'exprimer. Parce qu'il n'était pas question que son affaire, que son nom apparaisse au cours du procès. Parce que là, il avait peur que je me mette à l'exposer d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est passé par un grand frère qui était avec moi en prison. Bon, il lui a transmis un message. C'est-à-dire, il m'a transmis un message, Bankui m'a transmis un message à travers ce grand frère-là. Le message comme quoi je devais rédiger une lettre d'excuse qui allait être adressée à Betty Assomo. Donc, c'est ce grand frère-là, dont je préfère taire le nom, qui m'a rapporté cela en me disant que voilà, il a échangé avec le colonel Bankui et que voilà, c'est la proposition qu'il me fait pour que je sorte. Alors, quand j'en ai discuté avec un ami de la famille qui était venu me voir, me rendre visite à la prison centrale de Yaoundé, il m'a déconseillé de le faire. Et surtout que lui-même également, il avait un ami, une relation à la présidence de la République qui l'a rassuré de ce que voilà, je vais sortir bientôt, que je ne vais même pas passer les fêtes de Noël. Donc nous étions en décembre 2018. Donc je ne vais pas passer les fêtes de Noël là-bas, mais à condition que quand je sors de là, que je me taise. Bon, c'est lui qui me déconseille donc de le faire en me disant que c'est un piège, que si je rédige cette histoire-là, le 2 janvier 2019, là, on allait me condamner. Ça, il n'y a rien à faire. Je m'abstiens donc de rédiger cette lettre d'excuse. Et il y a également autre chose, et ça, je l'ai également appris par la suite. C'est que Bankui Emile, le voyou de la CEMIL, là, il était également sur le point de charger quelqu'un à la prison centrale de Kondengui de venir me remettre de l'argent. Et cette personne n'est autre que l'un de ses indiques, l'un de ses agents. Il s'agit de Thierry Roland Enom. Thierry Roland, c'est donc lui, ce Thierry Roland Enom-là, que Bankui Emile voulait envoyer à la prison centrale de Kondengui avec une forte somme d'argent. Et la somme d'argent, c'était pour que je ne parle pas de lui pendant le procès. Parce que Bankui Emile lui-même, il savait que dans mon affaire là, lui-même, il allait être mouillé, il allait être compromis là-dedans. Voilà pourquoi il a tout fait pour que son nom n'apparaisse nulle part. Que ce soit dans les auditions, que ce soit dans les interrogatoires, que ce soit lors du procès. Il s'est arrangé à ce que je ne parle pas de lui. Voilà pourquoi il était même sur le point de me corrompre. Donc ça veut dire que si on ne m'avait pas libéré le 14 décembre 2018, ce Thierry Roland Enom allait venir avec cet argent-là pour me corrompre en me disant que voilà, le colonel dit que oh, ceci, cela, que tu ne parles pas de lui et patati et patata. Quand je sors de prison, bien entendu, je suis menacé le jour de ma sortie de prison au niveau du camp Yeyap par celui qui était commissaire du gouvernement à l'époque au tribunal militaire de Yaoundé, le lieutenant-colonel Ngonotade Eric. Il me dit que, oh, comme te voilà qui sort là, oh, si tu continues, je vais te remettre en prison parce que la loi me le permet. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé par la suite. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est juste pour vous montrer, c'est-à-dire qu'à travers ce que moi-même j'ai suivi, j'aimerais que vous ayez
une idée assez claire et assez précise de ce que c'est qu'être journaliste indépendant au Cameroun. Quand je sors de prison, je regagne mon domicile 2 mois plus tard parce que, et ça je l'ai appris tout récemment là, de mes sources d'information. L'objectif de Mbankwi Emile, c'est de m'éliminer physiquement. Parce que là, il sent que, oula, si j'ouvre la bouche là, il est complètement perdu. Alors, il faut chercher à m'éliminer physiquement par empoisonnement. Ça, c'est l'information que j'ai eue. Parce que là, il avait peur que si j'ouvre la bouche, ça va sentir mauvais. Et il a été induit en erreur. Devinez par qui? Par son pote, Mbapou Parfait. C'est Mbapou Parfait qui l'a induit en erreur. Parce que, en plus de ça aussi, il avait peur que je ne puisse sortir du pays et aller continuer à les gratigner le régime des Biya avec dans mon pays d'accueil, dans le pays où j'étais censé aller m'installer. Donc, il a eu peur que je ne puisse sortir du pays et aller continuer mon activité professionnelle là-bas, dans le pays où j'étais appelé à me réinstaller. Alors, il s'est posé la question de savoir que, bon, comme il est sorti du pays là, est-ce qu'il ne va pas quitter le Cameroun? Est-ce qu'il ne va pas... C'est Mbapou Parfait, son ami, hein, l'ami de Bankui, qui lui dit, ah, dis donc, vraiment, Biemton a un pauvre type comme ça, là, il n'a même pas d'argent. Un maigrichon, là, mais il ne sait même pas s'habiller, ah, machin. Il va prendre l'argent pour... il n'a même pas de quoi manger, ceci, cela, machin. Il va prendre l'argent pour payer le billet d'avion, blablabla. Et c'est comme ça que Bankui a été roulé dans la farine, roulé dans la farine. Il est aussi resté. Et c'est comme ça que ils se sont dit que comme ils m'ont jeté en prison, je suis sorti et j'avais gardé un calme qui pourtant précédait la tempête. Les gars se sont dit que bon, il a compris, il s'est assagi. Et je n'étais plus parce que j'étais sur la liste noire de Bankui Emile et de tous les services de renseignement du Cameroun. À ma sortie de prison, bon, pour avoir observé un silence pendant cette période post-carcérale, Bankui et sa bande se sont dit, bon, ça, il n'est plus une menace pour nous, il faut qu'on le sorte de la liste noire. Bon, il ne nous sert plus à rien. Et en plus de cela aussi, Mbapou Parfait lui a raconté des salades en lui disant que non, bientôt il va prendre l'argent pour sortir du pays. Ah, dis donc, c'est un pauvre type, il n'a rien. Il est même affamé en ce moment. Hein, il n'a même rien et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut même qu'on cherche à lui envoyer même quelque chose pour qu'il puisse manger. Parce que même pour manger, c'est difficile. Écoute-moi les choses. Quelqu'un qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. La seule fois où je l'ai vraiment vu, c'était quand je l'ai interviewé en janvier 2015. En dehors de ça, on n'a plus rien eu de commun. Et on n'a même d'ailleurs rien de commun. Il parlait de moi comme s'il me connaissait. Et pourtant, à cette période-là, j'avais un argent fou. J'avais un argent fou. Puisque quand l'animal de Bankui me jette en prison, j'ai suffisamment d'argent dans mes comptes Orange Money, MTN Mobile. C'est ça qui m'a permis de vivre pendant tout ce temps, avant mon départ du Cameroun. Ils ne le savaient pas. Ah, ils se sont dit que non, il va prendre l'argent. Allez, c'est comme et mon silence a également été pour beaucoup dans cette possibilité que j'ai eue de sortir du Cameroun parce que c'était difficile. Et quand je sors même du Cameroun, Bankui n'est même pas au courant. Il n'est pas au courant que je suis en train de sortir du Cameroun. Il n'est pas au courant. C'est quand j'annonce sur ma page Facebook, étant déjà au Burkina Faso, que je vais faire un direct où je parle, où je massacre Bankui, je le mange à toutes les sauces et tout, et tout, et tout, tout.
C'est là où le gars s'affole que, mais dans le type, si. Et, et les gars prennent feu, que ce soit Mbappé parfait, que ce soit Banqui lui-même. C'est-à-dire que c'était la débandade totale. C'était la débandade. Et j'aurais même également appris qu'ils ont regretté. Jusqu'aujourd'hui, les gars regrettent pourquoi on m'a même libéré de prison. Les gars regrettent pourquoi on m'a libéré de prison. Parce qu'ils me considèrent, ces gens-là, comme un caillou dans la chaussure qu'il faut ôter à tout prix et à tous les prix. Moi qui vous parle là, c'est-à-dire que le régime voyou de Yaoundé serait prêt à... C'est-à-dire que ce régime a mis ma tête à prix pour des centaines de millions, mon ami. Ce régime a mis ma tête à prix. Et même quand je quitte le Burkina en novembre 2020, ils avaient déjà apprêté une valise, non? C'est-à-dire une Prado. Une Prado qui devait venir me chercher à Ouagadougou pour me ramener au Cameroun. Donc après ce que j'avais publié là concernant les massacres de Kumba et tout ça là, ils étaient sur le point de venir me chercher. C'est-à-dire que les agents du colonel Banqui, dont les brigands qui l'utilisaient dans des sales affaires là. Donc il avait déjà monté ce qu'il appelle opération là pour venir me cueillir à Ouagadougou et me ramener au Cameroun. Il y avait un véhicule qui était déjà prêt. Quand ils ont seulement appris que j'ai voyagé de Ouagadougou pour la Norvège, mais c'était le deuil. C'était le deuil. Le deuil. Donc, voilà donc ce que j'ai eu à traverser moi-même en tant que journaliste. Parce que si moi j'étais resté au Cameroun, si j'avais continué à exercer le métier de journaliste au Cameroun de manière aussi libre et indépendante qu'avant mon arrestation, peut-être que cette fois-là, on allait même me tuer. Cette fois-là, on allait me tuer. Parce que l'objectif de mon incarcération, c'était que je me taise à jamais. C'était ça l'objectif et rien d'autre. C'était ça l'objectif. Il n'y avait rien d'autre. L'objectif, c'était que je me taise. Parce que les journalistes ont continué à... parce que les journalistes ont continué à les assassiner au Cameroun. On continue à les assassiner. Il y a eu des journalistes qui ont été assassinés au Cameroun. C'est le cas de Jules Nkoumkoum, par exemple. Jules Nkoumkoum avait été assassiné par qui? Par la même CEMIL, sécurité militaire. À l'époque, elle était dirigée par un certain colonel Henri Robert Bidja. Jules Nkoumkoum avait publié les biens mal acquis du ministre Edgar Alem Bongo. À l'époque, c'est lui qui dirigeait, qui était ministre de la Défense. Après, Jules Nkoumkoum avait envoyé une lettre violente parce que Edgar Alem Bongo, les agents d'Edgar Alem Bongo avaient menacé Jules Nkoumkoum de mort. Ils avaient même envoyé un tract au journal qui avait été publié par le journal de Mvengla, le journal La Nouvelle, que Jules Nkoumkoum s'attaque au ministre, ça veut dire qu'il s'attaque à toute l'armée. Donc quand le ministre est attaqué, ça veut dire que le moral des troupes est en péril, etc., etc. Voilà donc pourquoi il a réagi à travers une lettre ouverte. Donc Jules Nkoumkoum a réagi à travers une lettre ouverte pour dire que voilà, il n'a pas peur et que voilà, que Mbengo est impliqué dans des malversations financières, notamment l'affaire de la commande de des tenues militaires à Mac Force. Donc il a publié une lettre ouverte vraiment assez incendiaire, si je puis ainsi le dire, contre Edgar Alain Bongo. Alors ce dernier a donc décidé d'en découdre.
Voilà pourquoi une opération a été montée qui consistait à l'éliminer physiquement. Et c'est la sécurité militaire qui a été chargée de l'opération. Euh, et les agents qui étaient en charge de l'opération ont utilisé un camion qui est allé, c'est-à-dire qu'ils conduisaient un camion et le camion est allé percuter le véhicule de Jules Nkoumkoum parce que Jules Nkoumkoum était en filature. Le camion est allé le percuter et il est mort sur le champ. Donc il était à bord d'un véhicule de sa RAV4. Donc Jules Nkoumkoum avait roulait dans une RAV4 qui a été percutée par le camion que conduisaient les agents C1000 à cette époque-là. Nous sommes en novembre 2011. C'était juste après, hein, après la présidentielle de 2011 là, que Jules Nkoumkoum avait été tué. Jules Nkoumkoum était le représentant de Reporters sans frontières au Cameroun et il avait également un journal appelé L'Observateur. Il avait également créé une radio qui était basée à Douala et comme je crois que c'était Hop FM. Hop FM, c'était le nom de la radio de Jules Nkoumkoum. Il a été assassiné. Vous avez également le cas de Samuel Ouazizi. Samuel Ouazizi, jusqu'à ce jour, on ne sait pas exactement où se trouve son corps. Samuel Ouazizi animait une émission satirique dans une chaîne de télévision privée à Boya. Et puis le 17 août, je crois, 2019, il a été enlevé par des militaires. Il avait rendez-vous avec la police ce jour-là à Boya. Et puis, après la police, il a été invité à la base militaire du BIM, donc bataillon d'infanterie motorisée. Donc, c'est là-bas qu'il a été torturé, tué, et son corps a été jeté dans une broussaille sur la route de Moyokala. Donc, voilà, c'est exactement ce qui est arrivé à Samuel Ouazizi. Parce que quand la chaîne de télévision Equinox révèle le 2 juin 2020 que Samuel Ouazizi a été assassiné. Il a été torturé lors de sa captivité avant d'être assassiné. J'ai vu comme Serge Cyril Atonfa qui réagi pour dire que non, vraiment, que Ouazizi, Samuel Ouazizi est mort des suites de maladies et que bientôt le corps sera mis à la disposition de la famille, que le président de la République a ordonné une enquête, mais avant le corps est sous scellé parce le président de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la mort de Samuel Ouazizi. Mesdames et messieurs, vous n'aurez plus jamais, si la famille, et ça je le dis à la famille de Samuel Ouazizi, vous ne verrez plus jamais le corps de Samuel Ouazizi. Il a été tué, son corps a été jeté dans une broussaille vers Moyoka. Donc le corps de Ouazizi ne se trouve dans aucune morgue au Cameroun. Le corps a été jeté en brousse. Juste parce qu'il était soupçonné. Parce que quand, à la faveur du conflit anglophone, quand vous êtes un journaliste qui écrivait des articles ou alors qui donnait... quand vous êtes un journaliste qui donnait des opinions qui ne sont pas favorables au pouvoir en place, on estime que non, vous êtes déjà proche des terroristes et sécessionnistes et vous devenez une cible. Moi-même, ça m'est arrivé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que Samuel Ouazizi a été donc assassiné. Voilà, voilà donc dans quel contexte vivent et exercent les journalistes au Cameroun. Je le répète une fois encore, la liberté de presse est une vue de l'esprit dans ce pays-là. C'est-à-dire que les membres du club Essingan
C'est-à-dire que ce clan, ce lobby politique, Betty Boulot, extrémiste et pouvoiriste, qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État depuis le 6 novembre 1982, a fait des mains et des pieds, fait tout ce qui est en son pouvoir pour contrôler, euh, les, pour contrôler les médias, pour s'assurer que euh, les médias ne diffusent que des informations qui vont dans le sens qu'ils souhaitent. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous qui étiez nombreux à écouter cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.